puisque j'ai choisi d'aborder un recueil de Valérie Rousseau qui s'appelle Sens averse répétition, qui a été publié en 2018 à la Table Ronde. Née en 1967 à Cosses-sur-Loire, Valérie Rousseau habite encore aujourd'hui dans la Nièvre, mais à Nevers, à une quarantaine de kilomètres de son lieu de naissance. Elle est l'auteure de plus de 20 recueils de poèmes, 22 si je compte bien, a traduit une quinzaine de recueils aussi, notamment de Sylvia Plath et de William Carlos Williams. Auteure d'un essai sur Plath, elle aime les artistes et les poètes, le merveilleux, le jazz et beaucoup les animaux. Militante pour les droits de la personne, qui a appelé à voter Mélenchon aux dernières présidentielles, et contre la cruauté faite aux animaux, elle partage sur Facebook de très belles images sur la nature charmante ou odieuse. Depuis le site de la Société Audubon, par exemple, elle nous souhaite une bonne journée des oiseaux ou encore un bon réveillon à tous, que votre 2020 soit plein de beaux oiseaux. Alors, je vous transmets par la même occasion ses bons vœux. On pourrait faire toute une communication sur le bestiaire dans son recueil Sens averse répétition, et même un mémoire consacré aux animaux dans l'œuvre de cette poète qui interroge nos nouvelles façons de vivre ensemble. Et peut-être y a-t-il à apprendre des choses sur les animaux. Dans son univers, on est loin de la recherche compulsive de biens matériels ou de plaisirs immédiats. Le bandeau de l'éditeur sur le volume de Sens averse attire l'attention, nous oriente vers quelque transcendance, puisqu'il est indiqué « Rares sont ceux qui, comme elle, ont été touchés par la grâce ». C'est écrit par Thierry Guichard, le directeur du magazine littéraire Le Matricule des Anges, magazine qu'il a créé en 1992 pour exercer un contre-pouvoir médiatique et avec lequel l'auteur s'est entretenu en mars 2012. Je cite ici les propos de Guichard sur son blog qui vise, selon lui, à éclairer les liens qu'entretiennent ces trois disciplines, la littérature, la politique, le journalisme, qui chacune nous donne une vision du monde, établit un rapport au monde. La colonisation de ces trois disciplines part dans le désordre la bêtise, la cupidité, la lâcheté, le capitalisme, le cynisme et l'appétit du pouvoir à polluer notre existence, notre façon d'aborder ce qui nous entoure, au point de désenchanter la vie de nos contemporains, de couper les ailes aux élans idéologiques, d'aplatir comme sur toile cirée les aspérités de la vie, des émotions, de la pensée. L'ambition de ce blog est immense, ses moyens modestes, mais ce sera toujours mieux que de donner des coups de pied dans un mur. Fin de la citation. Alors, je crois que Valérie Rousseau aussi cherche dans sa poésie à faire autre chose que donner des coups de pied dans un mur et qu'elle est tout à fait d'accord avec les idées de Guichard au point où elle, bien sûr, accepte que ce bandeau reproduise l'une des phrases de celui qui a défendu une programmation au Centre national du livre qui ne reconduirait pas les lois du marché. Alors Guichard met ainsi la table et nous met en appétit de lecture pour notre salut avec ce bandeau. On veut être affecté à notre tour par une telle grâce. En tout cas, ce bandeau a éclairé notre choix et justifié, comme on dit, notre corpus. Dans une perspective analogue, les temps sont difficiles pour celles qui parlent dans sens averse. Le titre de ce recueil de 2018 annonce en effet un temps d'averse et de douche froide, certes passagères, mais qui reviendront. Constitue-t-elle l'essence même du temps qu'il fait, de l'époque? Allons-y voir. Dans ce temps hyper prévisible, que faire sinon nommer et décrire les comportements de repli jusqu'à plus soif? Elle qui observe dans une foule les passants affairés qui courent en tous sens avec leur téléphone cellulaire à la main, occupés qu'ils sont à vaquer à leurs petites affaires, se demande pourquoi ces gens si agités ne s'ouvrent pas à la vie. Pour ne pas perdre pied, elle préfère la compagnie des fleurs et des animaux à celle de ces étranges humains qui n'ont pas le temps de regarder autour d'eux et qui donc n'ont guère le loisir de se rencontrer. Quand la solitude menace l'autre trop familier, la poète a des ressources. Elle trace des signes, dresse des inventaires, invente des jeux de mots, s'adresse à ses disparus, autant de façons de dire précisément que la présence lui manque, nous manque à tous. Un poème emblématique de ce manque, dans un monde où l'isolement semble le lot de tous, mais qu'on pourrait convertir en présence, a pour titre « L'un et l'autre papillon éléphant sont trompés ».
Je le lis avec vous. L'un et l'autre papillon-éléphant sont trompés. Voyageurs, votre train est plus long que le quai. Comment descendre de là, trouver la voie, la pente, assez douce pour la vie et même à remonter? Tu traces sur la vitre embuée tes hiéroglyphes, tes codes secrets, astuces, tes si fragiles aussi. De n'être pas allé aux jonquilles avec qui, dans une vie antérieure à dos de pachyderme, un superfétatoire pétale au bout du nez, énorme légèreté, solitude, longitude, chemin de fer forgé de transport sans moyens, désormais certainement il faut nous arracher, crever le plafond bas, nous prendre dans nos bras. J'ai regardé sur la toile des images fabuleuses d'un animal si rare qu'il est en voie d'extinction depuis les commencements, qu'on appelle l'éléphant papillon. Pachyderme très gracile, avec ses ailes colorées, mais je ne pense pas que c'est de cet être qu'il s'agit dans le poème de Rousseau, ni même qu'elle fasse allusion à une marque de jouets d'un fabricant de peluches papillon-éléphant qui semble populaire sur le site chinois d'Alibaba, dont la publicité vante les mérites, la plus grande plateforme de commerce B2B, je ne sais pas ce que ça veut dire B2B, en ligne au monde. Nos deux compères ici, le lourd et le léger, reviennent d'on ne sait où, arriveront à destination on ne sait comment. Ils ont l'air même un peu perdus. On les aurait induits en erreur, ou alors ils n'ont pas acheté leur place dans le bon wagon. Qu'ils voyagent lourd ou léger ne fait après tout pas vraiment de différence. Tel le protagonisme du poème liminaire de Regard et Jeux dans l'espace de Saint-Denis Garneau, ils ne se sentent pas bien du tout dans leur fauteuil, peu adaptés à leur physionomie respective. Le malaise est d'autant plus manifeste à leur arrivée en gare, au moment où force est de prendre conscience qu'ils ne trouveront d'appui où poser leurs pieds ou pattes. C'est la poète qui les renseigne sur le revers de fortune. La gare où ils arrivent comporte son lot d'obstacles surréalistes, d'abord avec un quai qui ne peut accueillir qu'un certain nombre de wagons et de voyageurs. Ce quai, donc, est moins long que le train. Et elle s'adresse à eux en les nommant « Voyageurs, votre train est plus long que le train ». L'exercice s'annonce donc périlleux, tantôt pour le représentant de l'espèce ailée, trop gracile pour descendre de là, que pour le pachyderme qui a le pied pesant et en a vu de toutes sortes pourtant des voies et des pentes. Pour le dire autrement, l'un ne fait pas le poids, il est trop léger et aérien, et l'autre ne peut rien faire en l'absence de plateforme. Ni l'un ni l'autre ne saurait trouver la voie du salut, mais aussi la voie à la gare. Pas question alors d'envisager la moindre pente, même douce, où il pourrait sortir de ce train et s'engouffrer parmi d'autres voyageurs dans ce qu'on appelle la vie. Si on ne peut descendre, ni même remonter la moindre pente, que faire alors pour ne pas s'arrêter en si mauvais chemin? Le jeu des pronoms personnels et des relations temporelles dans ce poème est éclairant. Il nous renseigne sur les changements de perspective, les orientations nouvelles que prend la dynamique perceptive. S'adressant dans un premier temps à ces étonnants comparses, la poète les met en garde d'un danger, les provient à tout le moins d'une épreuve difficile à surmonter. Voyageurs, votre train est plus long que le quai. Puis c'est elle qu'on voit du quai inexistant à la fenêtre du train, en dépit de la buée, grâce à laquelle elle peut se réfugier dans son imaginaire et tracer dans la vitre des signes figuratifs, tes hiéroglyphes. Plutôt que de chercher à descendre du train sans quai, la protagoniste se replie sur elle pour produire, et je la cite, « tes codes secrets, astuces, tes si fragiles si ». Si on accorde à Rousseau une licence poétique et qu'on ne compte pas les E muets, ce vers est un alexandrin avec deux beaux hémistiches. Mais encore faut-il en comprendre le sens. Le proverbe québécois dit bien « avec un si, on va à Paris, avec un ça, on reste là ». Mais la poète en a mis deux si, pour marquer que les signes dessinés avec de la buée sont très, très fragiles. L'intertextualité renverrait-elle alors à un proverbe français qui, pour sa part, stipule « avec des si, on mettrait Paris en bouteille ». Mais comme il n'est guère question de liquide dans ce poème, mis à part, ne l'oublions pas le titre, l'averse est un liquide qui constitue la douche froide fréquente et répétitive du temps qu'il fait,
mais aussi, comme la scie vient abruptement taillader le songe, celui qui est figuré sur la vitre du train, on peut faire un rapprochement surtout avec Boris Vian et son proverbe qui paraît davantage probant, et je cite Boris Vian, « Avec des scies, on scierait ». Cela permet en tout cas de retourner là où un peu de nostalgie reste coincée et continue à faire mal en rêve. La suite du poème le dit bien, de n'être pas allé aux jonquilles avec qui? C'est-à-dire de ne pas avoir assez profité du bon temps en heureuse compagnie, le printemps étant la saison où la fleur éclot en avril et où on respire un peu après un long hiver, même quand il n'est pas québécois. Ce déplacement du train à un déplacement pédestre, qui se dit au passé composé, semble n'avoir jamais eu lieu, pas même dans une vie antérieure, si loin, si merveilleux pourtant, que l'on est passé de la marche dans un sous-bois à un autre moyen de locomotion, sur le dos d'un éléphant, tiens donc, et insouciante, avec un superfétatoire pétale au bout du nez. Fleur bleue comme dans un livre d'images ou sur une peluche, on ne le sait, le poème ne permet pas de trancher, si c'était merveilleux comme dans un conte ou à la manière de Woodstock et des années où on était plus libre. L'image, en tout cas, appelle à nouveau un alexandrin en jouant avec le E muet dans deux quasi-parfaits hémistiches encore. Cette énorme légèreté, vue en rêve, reconduit en tout cas aux solitudes-longitudes ambiantes qui, elles, nous ramènent à notre problème de circulation, induit par les chemins de fer forgés de transport sans moyens, désormais. Le rejet marque la fin de la songerie et sonne le retour au présent, ce maudit train duquel, sans l'ombre d'un doute, il faut nous arracher coûte que coûte. Ce nous renvoie-t-il au couple du passé, rendu évanescent par le retour au chemin de fer forgé de transport sans moyens? Si elle a monté l'éléphant, la poète s'imagine-t-elle donc en papillon? Quoi qu'il en soit, la réactivation de ce couple semble procurer assez de force pour enfin crever le plafond bas et aménager une issue de secours pour sortir du wagon, malgré l'absence de quai, et sortir enfin du lieu où on est enfermé pour pouvoir se retrouver ailleurs, quelque part, à la gare, comme dans un film, avec une fin heureuse, nous prendre dans nos bras. Tout est bien qui finit bien dans ce poème qui, du début à la fin, porte sur les voyages et les déplacements empêchés. Le jeu des phonèmes, quant à lui, introduit le sème du jeu, montre que le rêve appelle une seconde vie et dote le poème d'une forte composante ludique. Si bien que le lecteur ou la lectrice est averti d'entrée de jeu, on trouvera une issue de secours, il le faut. Le pouvoir du poème et celui de l'amour pour autrui est à ce prix. Je vous remercie.